maintenant, on va faire une ou deux vidéos sur le déroulement de la Seconde Guerre mondiale pour essayer de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps. Alors la Seconde Guerre mondiale, elle se déroule en, on va dire, deux grandes étapes. Vous avez une première partie où les pays de l'Axe gagnent, entre 41, 42, 43, et une deuxième partie où les pays de l'Axe perdent entre 43 et 45. Et je vais faire des allers-retours entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe du côté Pacifique. Et voilà. Alors, si on retourne en Europe, en 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, l'armée polonaise est rapidement vaincue en l'espace de 3 semaines par l'armée allemande et par l'armée soviétique, puisqu'ils attaquent des deux côtés à la fois, donc c'est assez compliqué pour les Polonais de lutter. Et les Allemands sont plus nombreux, ils ont plus d'avions, ils ont plus de chars, les Polonais d'ailleurs n'ont pas de chars, ce qui fait que il n'y a pas vraiment d'espoir que les Polonais puissent vaincre. Alors nous les Français, et les Anglais aussi d'ailleurs, on n'est pas prêts à la guerre, et en plus on n'a pas envie de faire la guerre. On a le souvenir de la guerre de 14 où il y a eu énormément de morts, la guerre avait duré très longtemps, coûté très cher, et personne n'a envie de revivre cette situation-là où on a envoyé des vagues d'assaut d'hommes qui se faisaient tuer sans qu'il y ait de résultats concrets. Donc on a construit la ligne Maginot, qui est le long de la frontière allemande, qui est alors quasi infranchissable. L'idée c'est de faire camper tous les fantassins dans la ligne Maginot en attendant que les Allemands attaquent et les tirer comme des lapins, et de mettre l'élite de l'armée française et l'élite de l'armée anglaise entre la fin de la ligne Maginot, qui est à peu près au niveau du Luxembourg, et les côtes de la Manche, en se disant que là on a l'élite de l'armée, donc l'ennemi ne pourra pas passer non plus. Et en gros la stratégie c'est d'attendre, en se disant qu'au bout d'un moment ils vont être à court de ressources et ils vont finir par se rendre, ou alors ils vont attaquer, on va les battre et alors on pourra contre-attaquer et gagner. Mais on ne veut pas attaquer parce que l'armée n'est pas prête et parce qu'on ne veut pas revivre ces massacres-là. Sur le papier, l'armée française est aussi forte que l'armée allemande. Il y a à peu près le même nombre de soldats dans les deux armées, le même nombre d'avions, le même nombre de chars. Les chars français sont un petit peu plus performants que les chars allemands, et ce qui fait que les Allemands gagnent, c'est qu'ils utilisent leurs chars différemment, mieux du coup, que les Français. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a nos 9 mois de drôle de guerre. En 1940, en mai 40, les Allemands attaquent. Alors les Allemands ils vont attaquer d'un coup la Belgique, les Pays-Bas, la France, et alors ils vont réussir à gagner très rapidement, en 3 semaines à peu près, et ensuite il y a un mois le temps que l'armée allemande aille quasi jusqu'à Bordeaux. Comment les Allemands vont s'y prendre pour réussir à nous vaincre aussi facilement, alors que l'armée française était une des armées les plus fortes du monde à ce moment-là? C'est qu'ils vont concentrer l'essentiel de leur force. En fait, on a deux bouts de l'armée, je vous ai dit, le bout avec l'élite de l'armée et l'autre bout qui garde la ligne Maginot. Ils vont réussir à passer entre les deux par les Ardennes, à faire une poche, donc à couper l'élite de l'armée du reste de l'armée, à l'encercler. Et comme les soldats qui sont encerclés, ils reçoivent plus de ravitaillement, ils n'ont plus de nourriture, ils n'ont plus de munitions, ils vont devoir, alors les Anglais s'échappent, ils réussissent à quitter Dunkerque par la poche de Dunkerque, et par contre l'armée française, elle, ne peut pas s'échapper, elle est battue, et à partir de là, comme on a perdu un bon tiers de l'armée qui en plus est la force d'élite, ensuite ça va être assez facile pour les Allemands de gagner, puisque du coup on se retrouve moins nombreux, ils vont contourner la ligne Maginot, qui vont encercler, les soldats restent prisonniers, ils ont de quoi tenir pendant des mois s'il faut, sauf que pendant ce temps-là, une autre partie de l'armée allemande va descendre pour chasser la France, les soldats français qui restent, jusqu'à ce que la France demande l'armistice. Voilà, Philippe Pétain demande l'armistice, on verra après sur le chapitre sur la France, du coup je ne vais pas trop insister là-dessus. Alors ce système-là, c'est aussi ce que les Allemands avaient fait contre les Polonais, ça s'appelle la Blitzkrieg, c'est l'union des blindés, des avions, qui vont faire une percée, qui concentrent toutes leurs forces à un endroit pour faire un trou, pour ça qu'on dit une percée, ils percent, chouic, et ensuite ils encerclent un gros bout de l'armée. Le bout de l'armée qui est encerclé, il y a ce qu'on appelle le choc, c'est-à-dire que les soldats ils sont un peu abasourdis, ils ne savent pas trop quoi faire, et comme ils ne reçoivent pas de ravitaillement, comme ils ne reçoivent pas d'ordre, du coup ils se rendent. Voilà, on verra, en Russie ça va moins bien se passer, mais avec nous, la France c'est un pays qui est relativement petit, avec de bonnes voies de communication, donc ça permet aux soldats allemands de se déplacer un peu rapidement, et d'empêcher de rétablir une ligne de front. C'est un peu le bazar, les soldats allemands pourchassent les soldats français, et la France est battue. Voilà. L'Angleterre, elle, n'est pas battue, puisque les Anglais gagnent la bataille d'Angleterre. Alors ils ont l'avantage d'être sur une île, du coup ils ont la Royal Navy qui est la flotte la plus puissante. Les Allemands ne peuvent pas passer à cause de la Royal Navy, et la flotte française se saborde à Toulon, et les Anglais vont bombarder une autre partie de la flotte française qui était à Mers-el-Kébir pour éviter que les Allemands ne la capturent. Les Allemands, s'ils veulent passer, ont besoin forcément de la maîtrise du ciel pour que les bateaux anglais ne coulent pas les bateaux allemands. Et les Anglais remportent la bataille d'Angleterre, les avions anglais vont réussir à battre les avions allemands, même si les avions allemands sont plus nombreux. Alors les Anglais ils ont l'avantage de combattre au-dessus de l'Angleterre, donc du coup c'est plus rapide et plus facile pour les avions anglais. En plus ils ont des radars qui leur indiquent où est-ce que les Allemands vont attaquer.
Et ils vont réussir à remporter comme ça la victoire. En plus, les Allemands vont se mettre à bombarder les villes au lieu de bombarder les usines d'avions anglais. Et du coup, ça va permettre aux Anglais de produire suffisamment d'avions pour remporter cette bataille. Voilà, donc en 1940, en Europe, la France a été vaincue, elle est envahie, elle est occupée. L'Angleterre résiste, mais elle est toute seule. Et elle n'a pas les moyens de se projeter sur le continent européen. En 1940, côté asiatique, on n'a pas bougé, on a toujours la guerre entre le Japon et la Chine, et les Japonais vont aussi en profiter pour voir qu'il y a beaucoup de pays qui ont des colonies, la France, les Pays-Bas et l'Angleterre, qui sont entrés en guerre contre l'Allemagne, qui ont alors soit perdu pour nous et pour les Hollandais, soit sont en difficulté pour les Anglais, et les Japonais en fait vont en profiter pour conquérir les colonies des Français, des Néerlandais. Alors les Anglais ça marche pas parce qu'ils sont trop loin, et en plus l'armée stationnée en Inde est trop importante, mais nos colonies sont envahies par les Japonais. Voilà. Et alors, je vous ai dit, il n'y a pas de coordination entre la stratégie allemande et la stratégie japonaise. Chacun fait la guerre dans son coin. Les Allemands occupent la France, les Japonais en profitent pour occuper l'Indochine française. Et ensuite, on arrive en 1941. 1941, c'est une année très importante. Et je pense qu'on va faire une petite pause après l'année 41, parce que ça fait déjà 6 minutes que vous m'écoutez parler. Donc en 1941, on a une année qui est très importante. Je vous avais dit dans la vidéo d'avant, le but de l'Allemagne, alors c'est pas d'attaquer la France, c'est d'attaquer l'URSS, qui est à l'Est, qui est idéologiquement, par rapport à l'idéologie fasciste, l'idéologie communiste est un ennemi, et en plus ces Allemands, dans leur idéologie, vous avez vu l'an dernier que les gens qui viennent de l'Est, Untermenschen en allemand, homme inférieur littéralement en français, et donc pour eux, pour les nazistes, un devoir d'aller prendre les territoires et les ressources qui sont à l'Est. Donc ils vont mettre ce projet à exécution en attaquant l'Union soviétique en 1941. Donc en juin 1941, l'armée allemande, qui entre-temps a conquis les Balkans, vous avez tous les pays des Balkans, plus la Grèce, qui ont été vaincus par les Allemands, et dans la foulée, paf, ils attaquent l'Union soviétique. Alors toujours avec la même stratégie de Blitzkrieg, ce qui a fonctionné dans les Balkans, ce qui a fonctionné en Grèce, sur des pays qui là aussi sont relativement petits et où ça marche bien. Et en URSS, ça marche moins bien, puis pas. Parce que l'URSS, c'est très grand. Donc on a à chaque fois le même système, où on a les chars allemands, les Panzer II, les Panzer III, qui font une percée, qui attaquent, qui entourent. On a les avions allemands, les Stuka et les Messerschmitt, qui vont réduire les poches de résistance, qui vont attaquer là où les soldats soviétiques résistent. Et derrière, il y a les soldats de la Wehrmacht qui entourent tout le monde. Et au début ça marche bien, ils capturent beaucoup de soldats soviétiques, on a même en Biélorussie 1 million de soldats soviétiques qui vont être capturés, sauf que comme la Russie c'est très grand, comme l'Union soviétique c'est très grand, on se rapproche très lentement de Moscou. Quand on arrive au mois d'octobre, on est vers Minsk, on est en Biélorussie, on est encore loin de Moscou, à plusieurs milliers de kilomètres. Et en fait, les soviétiques, à chaque fois qu'ils se font capturer des soldats, ils arrivent à relever des soldats, à reformer une ligne de front, et même s'ils sont battus et ils reculent successivement, l'État soviétique ne s'écroule pas, comme s'était écroulé l'État français. Donc la Blitzkrieg marche moins bien, et en plus ça marche d'autant moins bien que, alors en Union soviétique, les routes, c'est pas trop ça. On arrive en automne, les routes ça devient de la boue, Rasputin en russe c'est une boue, une glaise collante, épaisse, qui fait que les camions, les hommes, les chars, tout le monde galère à avancer. Ça ralentit encore l'avance allemande et après il va faire très très froid. On arrive en décembre il fait à Moscou il fait moins 35. Moins 35 c'est suffisamment froid pour que l'acier casse tellement il fait froid. Donc il fait vraiment très 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 froid. Les soldats allemands qui racontent qu'on faisait du feu sous les moteurs des chars, qu'on n'éteignait jamais parce que sinon le moteur du char gelait et le char était définitivement hors service. L'huile dans les carters faisait éclater les conduites d'huile et le char ne marchait plus. Donc fin 1941, échec de la Blitzkrieg, l'armée allemande est repoussée devant Moscou, les Russes font venir des troupes qui viennent de Sibérie et Zhukov, qui est un général russe, va réussir à repousser les Allemands qui ne parviennent pas à prendre Moscou. Donc échec de la Blitzkrieg, l'URSS n'est pas battue et la guerre va du coup devenir une guerre qui est longue, plus une Blitzkrieg. Voilà, ça c'est pour le côté européen. Pour le côté asiatique, là aussi l'année 1941 est très importante. Alors la fin de l'année 41, puisque le 7 décembre 41, les Japonais attaquent à Pearl Harbor les Américains. Pourquoi? Parce que les Américains s'opposent à la politique d'expansion japonaise et que les Japonais se sentent un petit peu pris au piège. Ils ont besoin de cette expansion pour avoir des ressources. On a vu que c'était une des causes de la guerre. Et ils vont accuser les États-Unis de s'opposer à eux et vont se dire qu'en fait le meilleur moyen de réaliser leur expansion, c'est de frapper un grand coup, d'anéantir l'armée américaine d'un seul coup pour ensuite pouvoir s'étendre.
Et au moment où les Américains vont reconstituer une marine de guerre, les Japonais seront trop puissants et soit ils accepteront la situation, soit les Japonais pourraient gagner la guerre facilement. Ça, c'est l'idée des Japonais. Alors, ce qui va se passer, alors ça marche, hein, ça marche, ils réussissent leur attaque, mais ils vont pas réussir à détruire les porte-avions. Et on verra dans la vidéo d'après que les porte-avions ils vont être très importants dans les batailles d'après et que en fait, les Américains ils vont réussir à gagner la guerre grâce aux porte-avions. Donc les Japonais attaquent par là-bord, coulent une partie des destroyers des cuirassés américains, endommagent fortement la flotte américaine qui n'est plus en état de rivaliser avec la flotte japonaise, ce qui permet aux Japonais de continuer leur extension sur les îles du Pacifique. Voilà. Donc je vous laisse là et on va continuer dans la vidéo d'après sur 42, 43, 44 et 45.